Salut, la compagnie c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, afin de conclure 2024 en beauté, j'ai décidé d'évoquer à nouveau un film japonais sur la chaîne, parce que j'ai beaucoup traité de ce cinéma-là cette année, à l'image du cinéma italien d'ailleurs, donc je conclus un petit peu sur ses horizons. Après Voyage en Italie de Rossellini, il va être question d'une œuvre de Kenji Mizoguchi, Les Amants Crucifiés, ou en version originale, Shiramatsu Monogatari. Troisième métrage du monsieur, que je vois après les contes de la lune vague après la pluie, ça j'en ai parlé l'année dernière, et l'intendant Sancho, j'en ai fait une vidéo en duo avec Yanko il y a quelques mois, je te salue si tu passes par là. Ça tombe bien parce que Les Amants Crucifiés est sorti vraiment quelques mois à peine après l'intendant Sancho, 1954 donc, il sera présenté au Festival de Cannes en 1955, et au casting, nous retrouvons quelques têtes reconnues. On va en citer trois principalement. Kazuo Hasegawa qui joue le héros tragique de l'œuvre, tandis que l'héroïne, elle aussi, dans ce destin-là, est jouée par Kyoko Kagawa, qu'on avait pu voir chez Ozu et qu'on verra par la suite chez Akira Kurosawa. Tandis que l'antagoniste principal est joué par Eitaro Shindo. Et nous sommes ici en présence d'une vraie tragédie à la japonaise, une sorte de mélodrame féodal, qui dit long, beaucoup, qui en dit long, sur la société de l'époque, et ça c'est Mizoguchi. On est dans un petit peu la droite lignée de ce qu'il a pu faire avec les deux œuvres dont j'ai déjà parlé. Ça se situe à la fin du XVIIe siècle, dans la ville de Kyoto, dans une grande imprimerie, qui respire la tradition, l'honneur, mais aussi la corruption par l'ambition. Elle est gérée par un certain Ishun, qui ne lâche rien, voilà. Il règne de main de maître et il a une épouse 30 ans plus jeune que lui, qui ne l'aime pas du tout et en retour pas vraiment non plus. Osan, qui subit donc un petit peu, disons-le, vendu par sa famille, celle-ci étant sur le déclin, ancienne noblesse japonaise, et donc c'est pour sauver son nom qu'elle a épousé, contrainte et forcée, ce monsieur, qui n'est pas très fidèle. Il la trompe avec une servante qui s'appelle Otama, on le voit au début. Et il a à ses ordres beaucoup d'employés, dont un, Mohei, qui le respecte beaucoup, c'est son maître. Mais voilà que sa maîtresse, forcément parce que c'est l'épouse, Osan vient le voir, parce qu'elle a besoin, on va dire, d'une petite fourberie, afin de sauver sa famille, de donner de l'argent, car son mari ne veut même pas aider la belle famille, il s'en fiche. Mohei, parce qu'il respecte beaucoup sa maîtresse, va peut-être faire une contrefaçon. Aïe aïe aïe, ça va causer un premier souci. Mais derrière, ça va aller bien au-delà parce que ils vont se retrouver, Mohei et Osan, dans une position pas incongrue, mais dans un endroit où ils ne devraient pas être ensemble. Quelqu'un va les voir et ils vont être accusés d'adultère. Enfin, vous l'avez compris quoi. Là, l'épouse va être accusée d'adultère et donc ils vont être déclarés amants potentiels. Il n'y a qu'une chose à faire, s'enfuir, sinon c'est la mort, parce qu'on le voit dès le début du film, dès qu'il y a une forme d'adultère avec des amants, ça finit en crucifixion, et c'est souvent la femme qui paye le prix plus que l'homme. C'est directement évoqué, de façon assez frontale d'ailleurs, par les personnages féminins dans cette première partie du film. Mohei et Osan vont fuir ensemble, enfin, au début pas ensemble, mais ils vont se retrouver, et quelque chose va se déclarer entre eux, parce que, si vous avez compris dans le synopsis, ils n'ont pas spécialement de relation autre que maîtresse et employé dans cette première partie. Mais en fait, Mohei, secrètement, il aime Osan. Et dans cette tragédie de fuite, où la vie ne tient qu'à un fil, des choses vont s'avouer. Et là, on rentre dans la poésie Mizoguchi. Parce que c'est un film qui démarre de façon particulière. Disons que toute l'introduction, les premières minutes et tout, j'étais en train de me dire, tiens, c'est marrant, c'est pas vraiment du Mizoguchi. Enfin, oui et non. On est vraiment en huis clos. On est même dans un endroit très étouffant, cette grande imprimerie. Là, on sent que la liberté est très moyenne. Les corps se déplacent, on va dire, bon an, mal an, et les relations ne se font pas vraiment. Même entre ceux qui sont censés être mariés, quoi. Et on sent une forme de malaise. Tout le malaise, ce petit microcosme où seules les traditions, l'honneur et bien sûr l'argent n'ont de loi. Ce qui laisse peu de place aux sentiments et à l'humanité.
Et derrière, pour contrer cela et prendre une forme de liberté forcée, il va y avoir une ouverture. Dès que les deux amants, entre guillemets, parce qu'ils vont le devenir, mais ils ne le sont pas à la base, vont sur la route, même en bateau et tout, on entre dans une autre dimension qui va révolutionner, par le cinéma, une époque, ici, on va dire, revisitée par Mizoguchi. Et donc, nous sommes face à un cinéma social. Par transposition, si on veut, Mizoguchi donne un message personnel, je crois qu'il était quand même très ancré à gauche, le monsieur, sur son Japon, en remettant en cause certaines traditions qui ont peut-être encore on va dire, la vie dure dans le Japon des années 1950, etc. Mais c'est très indirect. Donc il renverse les codes de l'époque et il montre que des gens, peut-être, aussi, voulaient se rebeller contre ce système, pour peut-être appeler aux gens à se rebeller autrement. Et là, c'est du cinéma, c'est de l'art. Et on le sait que Mizoguchi, il part d'un principe très poétique, très visuel, très pictural. Hein. Il aimait à la fois la peinture et donc les écrits très littéraires et romancés. Il rajoute ici même une dimension quasi théâtrale. On n'est pas loin du kabuki, hein, notamment au début, et dans la caractérisation des personnages. On a l'homme fort, dominant, dans sa tradition et sa corruption, c'est Ishun, mais qui va s'effriter petit à petit, parce que comme sa femme s'en va, lui, il doit cacher cela aux autres pour garder son rang, et là, il devient presque pathétique. Et vous avez l'homme plus faible, Morai, mais qui s'avère être d'une grandeur humaine et d'une chevalerie absolue. Et les deux partants, d'ailleurs, c'est amusant, parce qu'ils vont devenir 100 maîtres, l'une sans époux, lui sans son maître. C'est presque comme des samouraïs Ronin, vous voyez, mais indirectement dans une forme d'amour, dans une romance qui est difficile, qui va se mettre en place bizarrement. Et c'est la grande force du film, c'est qu'arrivé dans la deuxième partie, on a tout un cœur du métrage, jusqu'à la quasi-conclusion en fait, hein, remarquable, c'est que on entre dans voilà, cette sorte de tragédie à la grecque, hein, si vous voulez, mais avec cet ancrage naturaliste aussi. Il joue sur les deux, et ça c'est peut-être la grande force du cinéma de Mizoguchi, de ce que j'ai vu jusqu'ici. Et on retrouve même des plans, des situations qu'on a pu voir avant. Notamment le jeu sur l'eau, la fuite qui appelle à la mort, parce que franchement, ils se disent qu'ils n'ont aucune chance de survivre, et limite, ils vont peut-être vers la mort de façon volontaire, les deux, pour sauver leur honneur et tout. Mais justement, à un moment, ils traversent une étendue d'eau qui rappelle donc une scène clairement, hein, quasi la même, hein, dans les contes de la lune vague après la pluie. Je crois que c'est même tourné sur le même lac, enfin ça se passe au même endroit, pas tourné au même endroit, mais ça se passe sur le lac Biwa. Et alors qu'ils vont vers la mort, donc ils restent dans la tradition japonaise, il ne reste plus que cela, le suicide pour ne pas avoir le déshonneur, et bien il va y avoir ce retournement de l'aveu de l'amour, et alors après non, c'est là où c'est une forme de liberté. On va survivre, on va continuer. Enfin, c'est difficile parce qu'il y en a un, Moai, il se dit, est-ce que je vais être le fardeau pour ma maîtresse? Il veut mais en fait, les deux vont se retrouver, une étreinte et tout. Et alors là, on se retrouve avec une forme d'adultère qui est claire et nette, mais qui est une forme de rébellion absolue contre le système. Et là, on se retrouve avec un film où on a des amants qui le sont pour rejeter les codes. Et donc, ils rejettent même l'idée du suicide. L'honneur, peu importe, l'amour avant tout. Après, évidemment, ils vont être rattrapés par la réalité. Le métrage revient dans un ancrage de réalité à la fin de la fuite, d'où le titre. J'en dis pas plus. Mais ce n'est pas une fin pessimiste et triste en soi. Sur le dernier plan, et une forme d'éclairage, une forme d'apaisement sur le visage, peu importe. Peut-être qu'ils ne sont pas à leur place dans ce Japon-là. C'est pas bien grave, au moins ils auront vécu une forme de liberté absolue. Donc évidemment, Mizoguchi déploie tout son cinéma visuel dans l'espace quand les deux amants sont en liberté, mais il nous frustre, nous spectateurs, sur toute cette première partie, mais elle est nécessaire. Et ce serait intéressant de revoir en fait le début du film, au moins après avoir vu donc celui-ci une première fois, car justement la façon dont les corps, les personnes sont enfermées, étouffées par le système dans cette grande imprimerie, parce que c'est du huis clos, c'est du théâtre, hein, voilà au début. C'est intéressant de voir comment il force cela, il impose cela dans son cinéma pour mieux libérer derrière. Et là, vous avez donc ce qu'on appelle le fond, pardon, je me reprends,
la forme au service du fond, dans l'architecture, dans les déplacements, dans la mise en place, dans la mise en scène, pour ensuite ouvrir et nous faire parcourir beaucoup de choses. Alors après, il y a d'autres choses, hein, je ne vais pas forcément tout dire. La rencontre avec le père, qui malheureusement dans le système japonais, donc le déshonneur et tout, c'est triste en fait, hein. Il y a beaucoup de moments où tu te dis que tous ces gens sont dans un carcan. Mais le carcan, il se brise, et se brisera même pour le grand imprimeur qui, en voulant cacher certaines choses, va subir son destin lui aussi. Et voilà, le fatum est là pour tout le monde. Mais certains vont mieux le vivre que d'autres. C'est ça qui est passionnant. Bref, un film à voir, Les Amants Crucifiés, tout aussi bien, hein, d'une certaine manière ou d'une autre, que l'intendant Sancho ou les contes de la nuit vague après la pluie. C'est ce genre de cinéaste où, enfin, là c'est le troisième film que je vois de lui, mais où je n'aurais jamais envie de faire de classement, je pense. Ça ne sert à rien, il faut prendre ça comme un tout et profiter de ce qu'il nous a offert. C'est un grand cinéaste, hein. Mizoguchi, c'est pas celui dont on parle le plus quand on parle de cinéma japonais, mais franchement, il a un style et une patte à lui. C'est ça, le mariage des genres qu'il arrive à faire, et des arts aussi pour son cinéma, c'est assez fort. Et puis avec son chef-op, Kazuo Miyagawa, qui était là sur les deux d'avant, qui est là aussi, et qui, voilà, on sent que c'est un travail de duo sur les scènes, notamment en extérieur. Donc voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, du cinéma de Mizoguchi. Je vous souhaite donc une bonne fin d'année 2024, elle n'est pas encore finie, il y aura au moins, hein, si je suis mon planning, là, au moins encore une vidéo, là, avant de la conclure. Et je sais déjà sur quoi ce sera. Un hommage, un film qui fête ses 100 ans. Voilà, qui a fêté ses 100 ans cette année. Vous pouvez deviner, là, jusqu'à demain, ou dans 2 jours, selon quand cette vidéo est publiée, de quoi je vais parler. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao!